Bonjour, c'est Xav et on se retrouve aujourd'hui avec cette magnifique BYD Seal. Ça va être difficile de ne pas la comparer à la Tesla Model 3. Elle se veut comme être sa concurrente directe. C'est aussi une autre façon de voir l'automobile et elle peut convenir à pas mal de personnes qui ne veulent absolument pas entendre parler de Tesla ou encore même d'Elon Musk. Elle a plein d'atouts et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Là où elles sont très proches, par contre, sont dans les dimensions. La BYD Seal est 8 cm plus longue qu'une Model 3, 2 cm plus large et 5 cm plus haute. On est grosso modo sur les mêmes gabarits, même si, dans l'automobile, 1 cm ça compte. Tout comme sa grande rivale, cette Seal n'a pas une ouverture de coffre à haillons. Son coffre est tout de même généreux, 402 litres. Sans compter le sous-coffre, on dit généralement que la Model 3 a un énorme coffre de plus de 500 litres, mais c'est en réalité environ 425 pour le coffre seul arrière de la Model 3, auquel on lui ajoute ensuite son sous-coffre qui est plutôt assez profond. La Seal en possède un, mais de taille plus raisonnable, ce sera tout de même suffisant pour y ranger ses câbles. Vous aurez également remarqué que l'ouverture de ce coffre ne se fait pas forcément avec des vérins traditionnels. Ça prend un petit peu plus d'espace dans la largeur, mais avec un petit peu de chance, ce sera bien plus costaud que les vérins des Model 3. Tesla m'ont changé sous garantie mes vérins 2 fois sur mon ancien véhicule. Pour vous rendre compte de sa profondeur, comme d'habitude, la petite sœur. Et là, en vrai de vrai, Quoi? là on est bien. Regarde. Est-ce qu'il y a un bouton d'urgence quand elle est à l'intérieur? Homme à l'intérieur. Est-ce que tu peux... Ah ouais. Est-ce que tu peux t'en sortir ou tu meurs? Sérieux? C'est moi qui ai fait ça? T'as fait quoi? C'est moi qui ai fait ça? T'as fait quoi? Bah rien. Justement, je cherchais comme Pourquoi c'est mis à sonner? Bah parce qu'il y a un homme à l'intérieur. Humain à l'intérieur. Je te le dis. Et les boutons, non, tu y as... Ah, c'est une sécurité. Tu crois? Bah je sais pas, t'as pas le droit de tuer quelqu'un et de le mettre dans ton coffre, je pense. T'as pas le droit de kidnapper les gens comme ça. Du coup, Ok. ça a sonné. Je sais pas pourquoi Non, elle a mais sonné. vraiment? C'est la première fois que j'en C'est sens vraiment sonner. Ouverture du frein, ça se passe ici. On tire 2 fois. Ensuite c'est sur vérin. Il est plus petit que sur une Model 3. Par contre c'est largement suffisant pour y mettre vos câbles par exemple. Parce que dans le sous-coffre arrière, si votre coffre est plein, que vous partez en vacances, c'est vachement chiant de tout devoir enlever pour pouvoir l'ouvrir. C'est tout de même une très bonne idée, il a le mérite d'exister parce que sur certains modèles, il n'y en a pas du tout. Donc la batterie 12 volts est a priori sous les sièges passagers. À l'arrière de cette Seal, on a largement plus de place qu'à l'arrière de ma Tesla Model 3. C'est indiscutable. Là, le siège, il est quand même fortement reculé. Il est derrière le montant. Et pourtant, j'ai encore un sacré espace entre ma jambe et celui-ci. Non, on est vraiment bien à l'arrière. Petite grille de ventilation avec un petit cache ici. 2 ports USB juste en dessous. Un type C et un type A. La marque est soigneusement brodée au niveau des appuis-têtes. Si vous avez la chance d'être 2 à l'arrière, on a ici bien sûr un accoudoir central avec un repose-gobelet. À l'arrière des sièges, une double aumônière, je dirais même triple, 2 petites pochettes, par-dessus une plus grande. Ce qui est assez surprenant, c'est ce toit panoramique immense. Là, on sent vraiment que dans la Model 3, il y a un arceau en trop. Ici, ce n'est pas le cas. Petite lumière de courtoisie tactile. Poignée, 3 secondes du 8 au 100, il faut pouvoir s'accrocher. Que ce soit en passager arrière via le témoignage de mes enfants, passager avant avec ceux qui sont montés à côté de moi, que moi-même en tant que conducteur, d'un point de vue confort, assise, finition, nous connaissons bien les Model 3, on a pas mal roulé avec, la mienne elle a 100 000 km, mes précédentes j'ai fait 20 000 et 15 000, clairement le confort de cette BYD Seal est supérieur à celle de la Model 3. Et là je vous parle pas des qualités de finition qui sont également d'un très bon niveau. Si on ne vous dit pas que c'est une voiture chinoise, vous pourrez pas le deviner. Et t'as dépassé la limitation de vitesse. Ouais. Voilà. Alors à chaque fois, malheureusement, il faut aller dans le menu. Je te le fais. Hop. Il va me dire que je vais ADAS. Assistance de conduite. TSR. On désactive. Voilà. Ça se met automatiquement. À chaque redémarrage. C'est une réglementation depuis 2024. Tous les véhicules produits depuis 2024, ils ont ce type de système.
Il y a certains véhicules qui ont un petit clic à faire ou un petit bouton à appuyer et il n'y a pas besoin de faire 4 sous-menus. On espère une mise à jour pour cette voiture qui nous permettra de désactiver ça assez facilement à chaque démarrage. Ça serait pas mal. Ouais. Alors tes impressions par rapport à la Model 3 que tu as eu pendant une semaine? Ça fait un peu juste là? Ça fait un peu juste pour le dire, mais elle se conduit bien, je trouve. Elle se conduit bien? Ouais. On est à peu près dans la même position ou pas? Où tu te trouves plus haut, plus bas, tu sais pas Je trop? me sens bien dans la voiture. Tu te sens bien, Je me là? sens bien dans la voiture et c'est confortable de C'est super confortable. Ah ouais, c'est confortable. Là c'est bien super moelleux. mou, ouais, c'est moins moelleux. Et tout ça. Franchement, je me sens trop bien dedans. Ouais, c'est pareil. Ouais. Ouais, et l'appui-tête il fait beaucoup, Il est je trop, trouve. ouais. Il est trop bien l'appui-tête. Ouais. Ouais, Et un oreiller, quoi. c'est bien. clair. Ouais. Tiens. Regarde, lui il fait son kéké là. Il fait son Ah kéké. mince. Ah merde. Il va pas dans le même sens que nous. Il va pas dans ma direction. Sinon il aurait arrêté. Moi, il aurait rien compris. C'est quand même, ça pousse. Hein. Ça fait mal. Hein. Appuie à fond, vas-y. T'as vu? Ça fait mal. Ça fait mal. Attention là, ça y est, t'es déjà arrivé à la vitesse réglementée. Ah bah, ça va trop vite. Hein. Ça va trop vite. Et ouais. On peut pas tout contrôler. En même temps, c'est amusant, non? Bah, ça fait partie du délire quand même. Hein. Ah, C'est un peu ça. Space Mountain. Ouais, c'est ça. Le départ du Space Mountain, mais je sais pas, je trouve que ça dure plus longtemps. T'as plus de sensations. Elle dure plus longtemps, la sensation. Je trouve. Ouais, et puis au prix d'un billet à Disneyland de nos jours, ça peut être vite rentabilisé. Hein. Ouais. Ça dépend combien de fois par an tu vas à Disney, quoi. Là, je suis à 80 km, je le sens même pas. 95. Et on sent pas la vitesse dedans. Non, non, elle est super Ah, confortable et puis il n'y a pas tellement de bruit d'air ni quoi que ce Non. soit. Je trouve elle est super bien Ouais, elle est insonorisée. super Hein. bien. Ouais. Franchement, je me sens bien dedans. Voilà. Je me sens confiance. Ouais, puis je trouve que la finition, les matériaux, tout, c'est quand même de bonne qualité. Ouais, elle est belle. Ça fait pas ce qu'on pourrait penser de la Chine en fait. Ça fait pas chinois. Non, ça fait pas Là, chiant. l'expression, il va falloir made in China. Bah, ça est aussi synonyme de très bonne qualité. Tout est simple d'utilisation, je trouve. Genre ça direct. Ah, puis t'as encore une grande case en dessous hein, pour le sac à main. Ouais, c'est ça. Ouais, par contre, je pense que c'est réglable ça, mais moi, genre là, l'affichage Tête haute. tête haute, et ben moi, il est pile dans mon. Ouais, on ma peut le vue, elle est régler. là. Voilà, réglage tête haute. Est-ce que là il monte? Ouais. Ouais, là c'est Ouais, mieux. Un pile, Encore- un cran au-dessus. Encore en dessus. Là, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, là, c'est parfait. Heureusement parce que là je suis à 10, hein, je peux plus. Ah bah. Au niveau de la qualité perçue, on est vraiment sur un véhicule premium avec des surpiqûres, de l'Alcantara, des matières nobles. Il n'y a rien qui m'a paru approximatif ou non qualitatif. On a même une petite lame de carbone qui fait tout le tour de la grille de ventilation et qui court tout le long du véhicule. On est sur un carbone qui fait vraiment qualitatif, on n'est pas sur du tuning Jackie Show. Donc ici on a la partie conduite, aide à la conduite, régulateur de vitesse, suivi de ligne, caméra. Et de ce côté-là on va avoir plutôt une partie multimédia. Sélecteur de vitesse, les différents modes, donc sportif, éco et normal. Ce bouton sera plutôt dédié pour le passager, car ici on a exactement le même bouton. À tout moment vous pouvez afficher la caméra et passer en vue 3D. Avec plusieurs points de vue. Petit détail, on peut pas choisir la couleur de son véhicule. Mais on a une caméra 3D et puis alors la caméra on l'a aussi sous tous les angles. Alors la caméra arrière là elle est sale. Elle est très basse je trouve. Et elle se salit très très facilement et malheureusement il n'y a pas de petite pissette pour la nettoyer. Là je suis en régulateur adaptatif avec maintien dans la voie. Bon rien à signaler, c'est très doux. J'ai pas d'à-coup comme j'ai sur ma Tesla au niveau de des fois ma Tesla moi elle repart un peu vite. Par contre j'ai le même souci, je dois bouger régulièrement le volant ou bien maintenir ma main dessus avec un petit effort. Donc le volant n'est pas capacitif. Dès que j'arrête de le toucher, vous allez voir il va rouspéter. Le délai est quand même un peu long. Ma Tesla elle m'aurait déjà rappelé à l'ordre je pense.
Ça y est. Veuillez tourner le volant doucement. Et il y a un petit bip qui se fait ressentir. Par contre, si je ne fais rien, bah, il ne se passe rien. Elle désactive tout simplement les aides à la conduite. Ça, c'est moyen quand même. Vous avez vu? ICC désactivé, elle continue. Donc il y a quand même toujours le régulateur adaptatif. Par contre, le contrôle, c'est fini. C'est un véhicule, il faudra peut-être éviter de faire un malaise. C'est assez étonnant. Petit aperçu de l'affichage tête haute. Donc on peut lire la vitesse que la voiture a lue, 30 km/h. À côté, ma vitesse actuelle. Et en dessous, les aides à la conduite pour voir si elles sont actives ou pas. Au niveau du GPS, c'est quand même assez clair. Il y a de l'infotrafic. Si on clique juste ici, hop, ça nous met le résumé du chemin avec toutes les zones de difficulté que nous allons rencontrer. Non, ce GPS, franchement, il est clair pour moi. C'est pas une interface que je connais, mais elle est assez simple. Même s'il n'y a pas de planificateur, il y a tout de même les bandes de recharge avec une recherche et des filtres. Donc vous pouvez filtrer par distance, type d'équipement, les réseaux possibles et bien sûr aussi les vitesses de recharge. Donc là, on a aussi tous les types de connecteurs. J'ai juste mis le combo CCS. Et pour ce qui est de la vitesse, j'ai mis uniquement les rapides supérieurs à 50 kW. Par contre, il ne va pas nous les ajouter sur l'itinéraire. Ce sera à vous de rechercher un chargeur sur votre itinéraire. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange spécialement. Par contre, j'aurais bien aimé que le pourcentage de la batterie soit mis dans le GPS juste pour savoir mon pourcentage à l'arrivée. Ça aurait été bien quand même. Là, on ne l'a pas. Une dernière chose à propos de ce GPS, sur ma Tesla, je me suis planté je pense des dizaines de fois par manque de clarté. Honnêtement, retrouver ce genre de schéma qu'on retrouve sur quasiment la totalité des GPS du marché, ça serait pas du luxe sur ma Tesla. Et encore une fois, même si le système d'exploitation n'est peut-être pas parfait, donc c'est un Android modifié, c'est pas de l'Android automotive. Donc l'écran est super, il est réactif et pour la partie multimédia, si ce qui est fourni par BYD ne vous convient pas, vous aurez de toute façon Apple CarPlay ou Android Auto. Donc ce n'est vraiment pas un problème. Lorsque je vous dis que c'est une base Android, on retrouve réellement toutes les applications, toute la surcouche Android. Regardez. Vous allez voir un petit peu sur internet, parce que tout de suite je me suis dit je pourrais peut-être installer des applications Android. Effectivement, il y a des petits malins qui arrivent à contourner le système et installer des APK Android assez facilement. J'ai vu qu'il y en avait qui ajoutaient même des applications avec mode Sentinelle par exemple. Si vous voulez un Netflix, un YouTube, que pour l'instant la tablette ne propose pas en natif, on peut uniquement lire des vidéos sur stockage amovible. Il y a un emplacement pour mettre une carte SD. Mais en tout cas, ça semble facile à faire. Sur la gauche, on a notre consommation en direct, la moyenne sur les 50 derniers kilomètres. Donc là, ici, plutôt route campagne, un village. Sur la route A110, je vais avoir une moyenne qui est environ de 16,5 kWh au 100, ce qui est vraiment correct. Et à l'extérieur, il fait 11 degrés. Là, l'ICC, il est activé, donc, et regarde. Ah ouais, la vache. Et elle fait une correction un peu tardivement, mais sinon on changeait de voie là. Regarde là, regarde. Ouais, Hop, le zébra. T'es inattentif quelques secondes, c'est mort. Et là il s'est réactivé tout seul, j'ai rien fait. Donc c'est vraiment une assistance à la conduite, c'est vraiment pas un autopilote. Il faut rester très attentif, surtout lorsqu'on a l'habitude de conduire d'autres voitures telles qu'une Tesla et qu'on a pris de mauvaises habitudes avec l'autopilote. Il faudra rester très vigilant. C'est une voiture qui se conduit, c'est pas une voiture qui nous conduit. Ce n'est pas forcément évident de connaître la consommation de ce véhicule parce que le système en fait il affiche uniquement la consommation sur les 50 derniers kilomètres. Donc il faut faire ça sur pas plus de 50 km sur des tronçons de route identiques. Et là on va se caler à 130 avec le régulateur, ça sera mieux. Voilà, je me cale à 130 et je réinitialise le graphe. Voilà. Vous pouvez vérifier la déclivité de la route ici. Donc là, on ne monte pas, on ne descend pas, on est à 0 degré. Là, ça va descendre légèrement. Normalement, on devrait le voir. Non, si, on avait vu -1, mais pas longtemps. Bon, en même temps, c'est pas des grosses descentes non plus, mais j'ai l'impression que sa sensibilité, elle est assez moyenne quand même.
Donc là on est en approche d'un péage, on va devoir ralentir un petit peu, mais derrière je ferai une petite accélération pour compenser cette décélération. Et là on est paré. 1, 2, 3. Ça bombarde hein. Oh là là. Je suis déjà à 130. Meilleur record 3,8 comme la voiture le dit. Dernier record 4 secondes. Donc là 4 secondes, le revêtement il était pas top. Ne pas oublier que la voiture est équipée là d'origine, on me l'a fourni avec des pneus hiver. Ça c'est le genre de mode hein, qui titille un peu. Bon ça sert à rien hein, mais bon il existe. On va s'arrêter là, 110 km/h. Alors 18,9 de moyenne, voilà, sur 30 km d'autoroute à 130 avec un stop et une réaccélération à fond les ballons entre temps. Si on résume un petit peu les consommations que j'ai constatées lors de cet essai qui s'est déroulé sur une semaine. Lorsque je traverse la campagne picarde entre village et départemental, en oscillant entre 80 km/h et 50, j'ai une consommation moyenne qui est plutôt bonne, hein, vous l'avez constaté dans la vidéo, 11,7. Je dirais qu'en moyenne, je suis entre 11 et 13 kWh au 100. C'est une fourchette assez large. Ne pas oublier également que je suis en pneumatique hiver. Je me suis également calé plusieurs fois sur des distances d'environ 30-50 km à 110 km/h. Mon constat a été une consommation comprise entre 15,5 et 17 kWh au 100. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais vous l'avez très certainement remarqué par rapport à la vitesse de pointe du véhicule. Oui, c'est la version 4 roues motrices. La BYD Seal est accessible en ce moment à partir de 46 900 €. Elle n'est pas éligible au bonus écologique puisque pour l'instant fabriquée en Chine. BYD est en train de s'implanter en Hongrie, donc ça changera peut-être. Et la BYD Seal 4 roues motrices, elle est facturée 3000 € de plus que la version propulsion. Pour moi, il n'y a pas photo. Pour 3000 € de plus, moi je signe tout de suite pour une 4 roues motrices. Dernier test sur autoroute à 130 km/h. Malheureusement, la circulation a fait que je n'ai pu faire qu'un seul essai en restant quasi constamment à 130 km/h. Il y a une section péage entre deux. Et donc là, j'ai constaté du 18,9. La consommation mixte de cette voiture est donnée pour 16,6 kWh au 100. Donc ça se tient par rapport à ce que j'ai mesuré. Et la batterie Blade, hein, accrochez-vous, on est sur un gros modèle, hein, 82,5 kWh. Théoriquement, on pourrait donc faire réellement 500 km en une seule charge. En parlant de recharge, il est temps d'y aller. « 10% de batterie, la voiture nous conseille de se recharger. On va aller au Tesla Supercharger. Hop, on est juste à côté, ça tombe très bien. On va pouvoir également voir combien de temps la voiture met pour faire un 10-80%. Mais également avoir une idée de sa courbe de recharge. Notre connecteur n'est pas situé du bon côté par rapport au superchargeur Tesla, ce n'est pas grave. Ici, il y a une borne en extrémité qui nous permet de se connecter de l'autre côté. Alors je suis sur la 5D. Recharger ici. Et là on a dit 5D. 5D, démarrer la recharge. Hop, ça s'allume ici. Connexion en cours. Et c'est parti. Il est 16h17. Et on prend directement 104 kW, 105. Alors, 105.5, il n'y a pas de préconditionnement, ce n'est pas disponible sur ce modèle de véhicule. A priori, la batterie est toujours à bonne température pour que la recharge se fasse de façon optimale. Donc là, j'ai conduit à peu près 10 minutes pour arriver au superchargeur. On est sur une batterie relativement froide. 105,9 kW, 106. Si elle est froide, le fait de la recharger, ça va aussi la réchauffer. Donc on aura peut-être une puissance qui va augmenter au fur et à mesure. Là, bien entendu, le véhicule, il me dit 1h06 pour arriver jusqu'à la fin. 1h06. C'est pour la recharger à 100%, chose qu'on ne fait jamais lorsqu'on est sur un long trajet. Les 20 derniers pourcents sont toujours les plus longs. 20%, on est toujours à la même vitesse. Pour l'instant, rien ne bouge. Par contre, sur l'application Tesla, ça m'affiche 109. Et sur la voiture, 105. Il doit y avoir une petite perte à la recharge entre la borne et la voiture, ce qui n'est pas anormal. 56%, 104, ça bouge pas.
on croise les doigts. Ça avance, 60%, mais toujours même vitesse de recharge. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle ça, parce que les battery blades, ils ont bien cette réputation. C'est d'être sécurisé, d'offrir une grosse volumétrie de recharge pour un coût maîtrisé, et avoir une vitesse de recharge constante. Là, c'est ce que je constate. Alors là, par contre, d'un coup, tac, on vient de perdre 25 kW quasiment sur un seul pourcentage, 66%, 117 kW. On a une courbe en escalier là. Étrangement, je reprends un tout petit peu de puissance. Étrange. 119,6. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi on est descendu d'un coup là. Ça n'a pas été du tout progressif, hein, ça a été instantané. Donc 75%, toujours 79,9, quasiment 80. 16h55, on est arrivé aux 80%. Finalement, entre les 10 et 80%, la vitesse est restée relativement constante. Il n'y a eu qu'une baisse en pic, puis j'ai même constaté une légère augmentation. Par contre, pour faire 10 à 80%, quand même 38 minutes, c'est un peu long. Il faut pas oublier que la batterie, elle est grosse. Donc forcément, plus la batterie est grosse, plus c'est long. Batterie de 82,5 kWh. Donc si j'ai rechargé 70% de sa capacité, a priori j'ai rechargé 57 kW. Cette courbe de recharge, c'est vraiment pas ce qu'on a l'habitude de voir. Le monde à l'envers. Nouvel escalier, 85%, 63 kW. Pour résumer, donc une très belle courbe de recharge, on ne descend pas en flèche, même si le pic annoncé par le constructeur de 170 kW n'est pas atteint, très certainement dû à une batterie trop froide. On aurait quand même aimé, même s'il n'y a pas de planificateur, avoir un bouton pour déclencher un préconditionnement. Même si on nous dit que c'est pas nécessaire et que la batterie est soi-disant toujours à bonne température. Pour ceux qui, comme moi, sont habitués à l'électrique, même un petit bouton fake qui fait rien, c'est peut-être rassurant. La marche arrière est enclenchée. Comme il y a une voiture qui arrive sur la droite, vous allez voir, elle va biper. Il y a encore des voitures, je peux toujours pas y aller. Et au niveau du rétro, ça clignote. Que vous préférez les écrans en mode portrait ou paysage, ça sera pas un souci, puisque cet écran-là, vous pouvez le tourner à votre guise. Alors Simon, ma petite conclusion sur cette semaine passée en BYD. Très satisfait. La voiture est d'un ensemble super qualitatif. Hein. Je n'ai pas noté de défaut d'un point de vue hardware. Ça marche bien, ça accélère bien, ça tient bien la route. Oh, bah, j'adore ces... Arrêtez! Oh non, on est la bouche bée! Il y a des virages, il y a des virages! Il y a des virages! C'est un véhicule aussi qui attire beaucoup l'attention. Les gens se demandent ce que c'est. Il y en a même qui sont venus me voir en me demandant si c'était pas une nouvelle Tesla. Difficile d'aller sur une station de recharge sans qu'on vienne me parler du véhicule. Les gens sont curieux et tout le temps surpris de la qualité du produit. Surtout la qualité intérieure. Hein. L'extérieur, ça fait débat. Il y en a qui adorent. L'avant, généralement, tout le monde aime. L'arrière, je dirais une personne sur deux. Et la couleur aussi fait débat. Mais aucune crainte hein, pour ceux qui n'aiment pas le vert shadow. Elle existe aussi en noir ou en blanc. Pour ce qui est des garanties, BYD propose une garantie plus longue que celle de Tesla. On est à 200 000 km. Mais ensuite, faut l'avouer, je me suis planté dans tout ce que j'ai raconté, donc je vous reprends en voix off. Alors pour info, ma Tesla Model 3, elle est encore sous garantie batterie et moteur, mais elle n'est plus sous garantie globalisée. La couverture de base, elle n'est plus présente. Parce que cette garantie, chez Tesla, on est à 80 000 km ou 4 ans. J'ai dépassé les 80 000 km au bout de 3 ans, donc c'était cuit pour moi, j'avais plus la garantie globale. Avec BYD, la garantie batterie alimentation, elle est sur 8 ans ou 200 000 km. C'est plus que Tesla d'un point de vue kilométrique. L'unité motrice, par contre, on est toujours sur 8 ans, mais 150 000 km. Donc un petit peu moins que Tesla d'un point de vue kilométrique cette fois-ci. Par contre, la couverture de base, 6 ans, 150 000 km. Là, on est largement au-dessus de Tesla. Dans ces conditions-là, ma voiture serait toujours entièrement garantie chez BYD. Alors que chez Tesla, j'ai perdu la garantie de base. Clairement, c'est une voiture que je pourrais acheter. Le souci, c'est toujours le prix et leur version de propulsion, elle n'est pas aussi bien placée que par rapport à la propulsion sur la Tesla Model 3 d'un point de vue tarifaire. Par contre, si vous cherchez les performances,
Là, on est moins cher qu'une Model 3 LR et aussi moins cher qu'une Model 3 Performance. Et d'un point de vue purement performance, on est plus proche d'une Tesla Model 3 Performance que d'une LR. Hein. J'étais assez impressionné par la tenue de route et surtout par le freinage. Ça freine vachement bien, vachement mieux que sur une Tesla. Ensuite, il y a quand même des petits trucs qui font que c'est un peu frustrant parce qu'on aimerait bien que d'un point de vue software, ça fasse mieux. Je pensais que j'allais être gêné par la régène. J'ai vu beaucoup de vidéos où on dit que la régène est moins puissante. Alors, sur les versions de propulsion, c'est vrai, elle est moins puissante. Par contre, sur les versions AWD, moi j'ai trouvé qu'il y avait de la régène. Hein. Ça freine plutôt bien. Par contre, ça va pas jusqu'au bout. Il n'y a pas le one pedal. Arrivé à 30 km/h, ça régène quasiment plus. Bon, je vous repasse le mec qui parle tout seul dans sa caisse et qui casse ses drones. Je crois qu'il en parle. Ça pourrait quasiment être ma voiture idéale d'un point de vue hardware. Par contre, d'un point de vue software, il faudrait prendre tout ce qui se fait chez BMW d'un point de vue software et le mettre dans cette voiture. Et là, franchement, ça serait le rêve. Mais bon, je veux le beurre et l'argent du beurre, comme toujours. Et oui, c'est un petit peu frustrant d'un point de vue software. Il manque quand même quelques petites choses. Ensuite, c'est peut-être pas non plus indispensable et ça ne l'est certainement pas pour tout le monde. Mais on aimerait par exemple une gestion de profil. Là, il n'y a pas de gestion de profil. Au niveau du siège, il y a bien un menu position 1, position 2. Mais il faut faire 4 menus pour y arriver. Et autre petite chose, je suis en mode éco. En mode éco, ça accélère moins bien qu'en mode sport, bien sûr. La pédale, on peut pas appuyer à fond dessus et déclencher le boost en fait. Mais sur ma Tesla, je ne l'ai pas non plus. Donc, pour ceux qui sont allergiques à Elon Musk, pour ceux qui n'aiment pas tout simplement le design Tesla, la présentation intérieure Tesla, c'est quand même une sacrée belle alternative. Donc, il y a des commodos, ça a quand même sa petite importance. Il y a une caméra 3D, il y a Android Auto, Apple CarPlay. Il y a des radars qui fonctionnent correctement et qui détectent les obstacles. Il y a un écran en face de soi avec la vitesse, plus un affichage tête haute. Et un petit peu plus d'espace à l'arrière. Ça, c'est quand même agréable. Hein. Bon, au détriment d'un petit peu moins de coffre. Mais moi, perso, le coffre de ma Model 3, il n'est jamais plein à ras-bord. Hein. Lorsqu'on part en vacances, généralement, on prend un Airbnb tout équipé. Donc, on part avec beaucoup moins d'affaires que ce qu'on faisait il y a 15 ans. On a aussi des portes pleines avec des bons joints d'insonorisation. Lorsqu'on ferme la porte, ça fait pas carillon. Le système audio, c'est du Zinoto. Il est de bonne qualité, mais il est quand même un petit peu en dessous de ce que j'ai sur ma Model 3. Là, il y a quand même pas photo. Le son, c'est quand même important pour moi. Et là, il est bon, hein, mais il est pas aussi bon que dans ma Model 3. Cette voiture, ce que je peux encore dire, c'est que j'ai été agréablement surpris par sa conduite. Très sportive, tout en ayant... Le siège, il est ultra confortable. Il est bien enveloppant, il est pas trop dur, pas trop mou. L'appui-tête, il est juste extraordinaire. Bon, il faut pas trop que j'appuie ma tête dessus, sinon je vais m'endormir. C'est pas ce qu'il faut faire en conduisant. Autre petit manquement, moi, ça risque d'arriver avec une mise à jour logicielle, puisque la voiture en est capable. Hein. C'est la conduite one pedal. Lorsque je lâche mon pied de l'accélérateur, la voiture, elle régène plutôt pas mal. Ce qui est même étonnant parce que dans ce que j'ai lu et vu sur internet, la voiture, a priori, elle ne régène pas bien. Alors que moi, lorsque je lâche, la voiture, elle régène carrément bien. Donc il lui manquerait en gros entre 30 et 0 l'option one pedal. Parce qu'ensuite, lui, il faut freiner. Par contre, le frein, lui, il régène. Ma Tesla, oui, elle a plein de gadgets, mais par exemple, le mode sentinelle, je le mets de moins en moins parce que si vous le laissez tous les jours fonctionner 24 heures sur 24, en gros, au bout d'une semaine, vous aurez quasiment plus de batterie sur votre voiture. Vous aurez consommé une recharge complète pour du vent. Oui, on peut aussi jeter un œil sur notre application Tesla pour vérifier qu'il n'y ait personne autour. Hein. Le mode sentinelle fonctionne aussi à distance, mais finalement, je m'en sers jamais non plus. On a une caméra à l'intérieur de notre Model 3. Bon, là, il n'y en a pas, mais au moins, je me fais pas punir. Alors attention, je ne dis pas que les Tesla Model 3 sont de mauvaises voitures. Là, dernièrement, il y a eu une mise à jour pour les voitures qui en sont équipées des feux Matrix LED. C'est une très bonne chose. Enfin, une mise à jour qui apporte quelque chose, qui apporte un vrai plus parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait rien eu. Et l'Europe, pour Elon Musk, on est complètement oublié. Ça fait des années qu'on nous promet un autopilote qui fonctionne, qui ralentit en entrée d'agglomération, qui réaccélère à la sortie, qui connaît les panneaux et qui s'adapte aux panneaux correctement avec un petit peu d'anticipation. Bon, pour l'instant, ça fait des années qu'on rêve, ça fait des années que l'autopilote ne fait que régresser par rapport à ce que fait la concurrence.
là, on n'a pas de système de ce type. Et puis bah finalement, ça nous permet simplement d'avoir un très bon régulateur adaptatif que l'on peut facilement manier du bout des doigts en augmentant, en diminuant la vitesse nous-mêmes, avec un maintien dans les voies qui fonctionne, mais pour lequel il faut vraiment se méfier. Par contre, je peux le laisser activer, augmenter et diminuer la vitesse comme bon me semble. Parce que lui, chez Tesla, lorsqu'on active l'autopilote, bah de temps en temps, s'il a décidé que c'était 50 et pas 80, il restera à 50, vous ne pourrez pas l'utiliser à 80. Parce que pour lui, vous avez tort et lui, il a raison. Alors qu'il se plante constamment sur les limitations de vitesse. En fait, hein, c'est vraiment frustrant d'avoir des super voitures, je parle de Tesla cette fois-ci, hein, et bah d'avoir un software qui nous agace. Donc là, le software sur cette BYD, c'est pas qu'il m'agace, c'est qu'il manque quelques fonctionnalités. Enfin si, le fait de devoir faire 3 menus pour aller désactiver la lecture des panneaux, c'est agaçant quand même. Bon allez, on va se quitter là-dessus. Moi j'ai adoré avoir ce véhicule pendant une semaine. Ça me laisse une bonne image de BYD. Je suis pas payé par la marque, hein. Ils m'ont simplement prêté le véhicule sans contrepartie. Et si vous avez une concession qui s'installe proche de chez vous, il y en a de plus en plus. N'hésitez pas à aller les voir et n'hésitez pas à demander un essai de la voiture si ce n'est que par curiosité. Merci BYD pour m'avoir confié ce véhicule pendant une semaine. Une semaine, ça permet vraiment de se faire un avis concret, d'oublier un petit peu tous les automatismes que je peux avoir avec ma voiture au quotidien, le one pedal par exemple. Mais au bout d'une semaine, on oublie quand même assez rapidement qu'il est soi-disant indispensable. Et puis bah merci à vous tous, hein, vous qui êtes abonnés ou qui vont bientôt l'être, car c'est grâce à vous je peux obtenir ces essais sur une semaine entière. Allez, j'ai plus que 9 secondes de carte SD. Alors je suis obligé de te quitter là. Je vous souhaite à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt.